Bonjour à tous, vous qui êtes là au Salon de l'Agriculture, vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, sur YouTube notamment. Nous sommes ici à Village Semences et c'est l'émission Stop Intox. Stop Intox, c'est clair, c'est le barrage contre le mensonge, et des mensonges dans le domaine de l'agriculture, il y en a beaucoup. Le sujet du jour, pas de gastronomie sans agriculture. Il y a un vrai lien entre l'agriculture et l'alimentation. D'ailleurs, il est judicieux que le ministère concerné s'appelle aujourd'hui ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Il suffit, cher Alex, de traverser la Manche pour s'apercevoir qu'une agriculture pauvre donne aussi une assiette pauvre, d'une certaine façon. Hein, quand on est à Londres, on aime rentrer dans des restaurants indiens, c'est pas anglais, dans des restaurants pakistanais, c'est pas anglais non plus, des restaurants anglais en Angleterre, je n'en connais pas beaucoup. Félicitons-nous donc d'avoir une belle agriculture diversifiée, une carte large pour satisfaire des Français qui sont toujours très curieux de gastronomie, très soucieux aussi de leur assiette. Bien, pour parler de tout ça, Mathieu Pecker est le directeur général de Culture Viande. Je vous ai demandé de venir parce que les professionnels de la viande communiquent beaucoup en ce moment. Vous avez changé un peu, infléchi votre discours. Vous dites en substance, on peut consommer moins mais mieux. C'est un peu une rupture, mais bougez pas. Vous avez tout le temps pour vous exprimer. Un grand chef, Charles Soussin, c'est le chef du salon. Et il est restaurateur, ou, pas en France, à Miami. Hein, n'est-ce pas? C'est ça? Et bon, vous êtes là pour nous parler du lien entre la gastronomie et la production agricole. Emmanuel Ducrot est journaliste à l'Opinion. Bonjour. Emmanuel. Et Anne-Cécile Suzanne est agricultrice. Vous êtes éleveur, éleveuse, c'est ça? En fait, je suis agricultrice en polyculture élevage, donc je produis des céréales. Mais vous faites de la céréale pour le bétail. Et aussi pour la vente. Très bien, bon, parfait. Vous êtes levé cette nuit, c'est ça? Oui, on a eu une naissance. Pour vous occuper des bêtes, c'est ça? Et vous êtes là aujourd'hui, c'est très, très sympathique d'être là. Voilà, nous sommes avec vous ici au Salon de l'Agriculture, vous tous, sur les réseaux sociaux. Vous nous adressez vos questions, c'est sur Twitter, Village Semences, il n'y a pas de S à Village, pas de S à Semences, et @stop-intox. Et Alex, le retour du menhir, un monument de la gastronomie, monument de l'audiovisuel aussi, avec les questions qui viendront des internautes. Elles sont déjà nombreuses et oui. Éleveurs de tweets aussi. Bon, c'est ça, bravo. Je voudrais qu'on commence par une question simple, je voudrais un tour de table rapide. Ce qui est frappant quand on regarde la carte de la gastronomie française, c'est qu'elle est large. Elle est large et elle est profonde. Est-ce que c'est durable? Emmanuel Ducrot, est-ce qu'elle est menacée? Alors je crois que cette diversité de l'agriculture française, c'est toute sa force et c'est aussi pour ça qu'elle est très résistante en France. On a des grandes exploitations, pas de ferme-usine, ça n'existe pas chez nous. On a des petites fermes familiales, on a des petites exploitations qui font du bio. La taille d'une exploitation moyenne en France, toute culture confondue, c'est 50-60 hectares. Ça veut dire que c'est assez petit au regard de ce qui se fait ailleurs dans le monde, mais on a aussi des grandes exploitations et il y en a pour tout le monde et c'est ça qui est intéressant. On peut exporter notre alimentation, notre modèle alimentaire, et on peut aussi nourrir les Français. La France est quasiment indépendante dans son alimentation. Tout est varié. On a des produits... C'est la géographie au départ. La géographie, les climats font un peu l'agriculture aussi d'une certaine façon. Bien sûr, les deux s'écrivent ensemble, vous êtes géographe, vous le savez, oui, Pascal. On a des grandes plaines fertiles, on a de la moyenne montagne, on a de la haute montagne, on a des côtes. Oui. Donc il y a du sel, enfin il y a des éléments minéraux. On ne doit pas oublier qu'on a aussi le plus grand domaine maritime au monde. Le plus grand domaine maritime au monde. Bon, alors, chef, si vous me permettez cette formule, elle est affectueuse. Vous êtes cuisinier, Charles Soussin, ici sur le salon, et puis vous êtes restaurateur aussi aux États-Unis. La carte alimentaire française, elle est très large. Les Français sont très exigeants. Mon sentiment personnel, c'est qu'il le reste. Je vois deux courants. Il y a un courant qui est celui d'une forme de standardisation de l'alimentation. Vous allez dans le monde, aujourd'hui, vous allez en Asie, aux États-Unis, en Afrique, dans les grandes villes, en Europe, vous trouverez la même carte alimentaire. Des burgers, des tomates mozzarella, du cheesecake. Enfin, oui, c'est des produits standards. De la pizza. De la pizza. Mais en France, on a des exigences additionnelles, on a des exigences supérieures.
Rappelons tout de même déjà que le repas est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc déjà, on a... Rappelons quand même que le repas est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc le fait d'être à table à la française, c'est classé. Donc c'est forcément... Donc si on classe ça, forcément, les Français vont être exigeants. Et comme vous le disiez, il y a deux grands courants. Il y a les Français ont besoin d'avoir une origine, ont besoin d'avoir une traçabilité, ont besoin de savoir d'où ça vient. Voilà. Et de l'autre côté, on a les gens, effectivement, comme vous le disiez, où on a une nourriture plus standardisée. On va retrouver dans le monde entier la même chose au même moment. Il y a un world menu. Voilà, un world menu. C'est partout la même chose. Enfin, c'est même un peu décourageant. Bien sûr. Mais nous, en tant que chef ou en tant que juste père de famille, quand on fait à manger, ben, on a besoin de savoir d'où ça vient, on a besoin de toucher, on a besoin de dire, on parle de terroir, on parle de climat. On parle des choses comme ça, donc on a l'origine du produit pour nous est hyper importante et la labellisation, la qualité, la façon d'élever, la façon d'être cultivé, voilà, c'est pas, enfin, il se passe un truc quoi, entre l'éleveur. Mais comme cuisinier, vous vous intéressez à ce qui se passe en amont. Obligatoirement. Vous ne faites pas qu'acheter la produit. Enfin, non. Ah non, on est obligé et puis je dirais c'est un geste d'amour. On a envie de savoir que ça se passe. Parce qu'un légume qui est cultivé dans un endroit, on sait qui l'a fait, on sait d'où ça vient, la pomme qui est cuite, on sait qui l'a cultivé, moi je le sais. D'accord. C'est quelque chose d'important pour nous, quoi. Bon, on va dire deux mots de la viande, parce que la première partie de l'émission sera centrée autour de la consommation de viande. C'est un peu historique, c'est notre histoire sociale. Nos grands-parents ont été privés de viande pendant la période de l'occupation, et entre les années, on va dire 50 et 75, consommer de la viande, c'était une consommation sociale. C'était le retour à une forme d'abondance. Aujourd'hui, le mouvement s'infléchit, alors en quantité, mais pas nécessairement en qualité. Et même en quantité, il faut bien approcher la consommation globale de viande. Et ce que je disais par rapport à votre réflexion de tout à l'heure, qui est, il y a deux tendances, la entre guillemets standardisation et la diversification vers de la qualité. On a la chance en France d'avoir les deux. C'est-à-dire qu'en France, nos entreprises produisent de plus en plus des produits élaborés, du burger, du carpaccio, des produits qui correspondent à la tendance de je ne cuisine pas beaucoup, j'ai besoin de choses rapides et je veux malgré tout de la viande. Vous appelez ça des produits élaborés? J'appelle ça des produits élaborés, c'est en gros ce qui n'est pas du muscle pur, c'est le burger dont vous parliez tout à l'heure. Et à côté, on a la chance d'avoir une multitude de races à viande qui ont des spécificités de terroir, qui ont des spécificités de mode d'élevage, qui nous permettent d'avoir de la viande au sens un peu plus classique du terme, pour répondre à de la demande un peu plus haut de gamme et en même temps à de la demande plus traditionnelle. C'est vrai que le bourguignon n'est pas forcément le produit qu'on mange le plus, mais malgré tout, ça reste un plat qui se consomme en France, qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres pays. Et c'est une vraie chance pour nous. Alors, le sujet sur le changement de mode de consommation, c'est aussi, on est sur une tendance de baisse de la consommation peut-être, on est sur une tendance de modification de la consommation. Ce qu'on veut dire nous, c'est que la viande a toute sa place dans un équilibre alimentaire. Et c'est vrai que les professionnels se sont un peu sentis agacés, pour pas dire attaqués, de certaines remises en cause de la place de la viande dans les plats. Ah ben c'est très clair, oui. Voilà. Ah, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, c'est l'évidence. Hein. Et ce qu'on dit nous, c'est évidemment il faut consommer de tout. On est sur dans le hall des fruits et légumes. Les fruits et légumes font partie de notre patrimoine culinaire, la viande aussi. Voilà. Et la viande a toute sa place dans notre patrimoine culinaire. Alors, je vous lève le point de vue de Anne-Cécile Suzanne, agricultrice dans l'Orne. Vous élevez des animaux pour les vendre. Oui, tout à fait. Tout ça, là, ce débat dans la société, vous l'écoutez, j'imagine? Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez adapté votre politique, votre stratégie d'entrepreneur? En fait, je dois dire que mon exploitation, traditionnellement, celle que j'ai reprise de mon père, fonctionnait déjà à partir d'un mode d'élevage fondé sur la prairie, sur l'alimentation des animaux à partir des céréales qu'on produit sur la ferme, à partir de l'herbe produite sur la ferme. Donc c'est ce que je qualifierais d'un élevage responsable. Et en soi, là, j'ai fait labelliser l'exploitation en label rouge, bœuf fermier du Maine, bleu blanc cœur, donc des labels qui vont être signes de qualité. Mais finalement, on n'a pas eu à changer fondamentalement nos pratiques pour être labellisés. Donc il y a une tradition en France d'élevage responsable. Mais ce qu'on ressent aujourd'hui en tant qu'éleveur, c'est vraiment aujourd'hui le fait que produire responsable, produire bien, c'est un véritable acte de résistance face à une tendance à l'industrialisation de l'agriculture, notamment étrangère, par souci de rentabilité. On a un vrai souci de rentabilité aujourd'hui dans les exploitations traditionnelles,
Parce que finalement, bien traiter ces animaux, avoir une intensité en main-d'œuvre qui est forte, ça coûte cher. Et aujourd'hui, on peut se questionner sur la pérennité de ces élevages-là. Est-ce que les consommateurs sont prêts à le payer, ça? Moi, j'ai l'impression que oui. On a l'impression que oui, mais par exemple sur des labels tels que Label Rouge aujourd'hui en France, sur le secteur des bovins, on a une filière qui est complètement saturée. On n'arrive pas à écouler notre production. Il y a trop de production, on est en surproduction. Moi aujourd'hui, quand je vends ma vache en Label Rouge, elle prend plus de 2 mois à partir de mon exploitation parce que le marché est saturé. Et on se rend compte finalement, quand on va en boucherie, que les boucheries vendent très peu de labels, très peu de labels. Et on sait d'où vient finalement la viande commercialisée. Il faut y prêter attention aujourd'hui. Emmanuel, oui. Emmanuel Ducrot. Oui, je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant comme réflexion. Chaque consommateur doit se poser la question de ce qu'il achète comme viande. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de manger du poulet à midi quand c'est un poulet qui est importé? Je crois que c'est 70 ou 80% du poulet hors domicile et du poulet importé. La plupart du temps de Pologne, je pense que c'est un des gros... Voilà, des pays européens. À quoi ça sert? Oui. À quoi ça sert de manger cette viande-là, qui n'a pas de qualité spécifique? Manger de la viande pour manger de la viande, est-ce que ça a un intérêt? On n'en a pas besoin tous les jours. C'est une habitude. C'est une habitude. Oui, rien de plus. Est-ce que cet achat-là ne peut pas être dispensable, et est-ce qu'à la place de ça, on ne peut pas se concentrer sur des productions de qualité? C'est une vraie équation. Alors on a des réponses un peu... vous savez, les réponses à l'emporte-pièce qu'on adore aujourd'hui. Le lundi, c'est pas de viande. C'est une réponse qui, à mon avis, stupide. Ça ne pousse pas à s'interroger vraiment sur ce que c'est que la consommation de la qualité. Ça ne rime à rien de supprimer la viande pour supprimer la viande. La viande, c'est quand même un plaisir, c'est un mets agréable, c'est un mets de partage, c'est un mets... la nourriture, c'est pas juste... on n'avale pas juste des calories, on avale aussi un plaisir, on mange un terroir. Et se poser la question de savoir d'où vient la viande qu'on mange, c'est déjà lui accorder beaucoup plus de respect. Et quand on parle du respect de l'animal, c'est aussi dans notre manière de le consommer. Oui, oui. Consommer un poulet qui a vécu en batterie, il y a des gens que ça dérange peut-être pas. Si on est sensible à la cause des animaux, et manger un bovin par exemple qui a passé sa vie de bovin d'élevage dans des bonnes conditions, c'est pas la même démarche. Oui, non, c'est pas du tout la même chose. Je suis d'accord. Alexandre, peut-être une première question Twitter. Absolument, le débat a bien démarré. Et j'ai une question des internautes qui nous dit, mais pourquoi est-ce que toutes les émissions sur l'agriculture et l'agroalimentaire sont-elles à charge aujourd'hui sur la télévision publique? Sur la télévision publique? Oui, pourquoi elles sont à charge en fait? Elles sont à charge parce qu'on a affaire souvent à des journalistes très militants. Parce que ces journalistes ont une représentation du réel qui n'est peut-être pas la bonne, mais j'aimerais bien avoir votre point de vue. Vous qui êtes du métier, dites-moi. Deux choses. Parlez librement, à cœur ouvert. Sur la viande, on reproche globalement deux choses. On reproche un manque de bien-être des animaux et on reproche la pollution, un faible respect de l'élevage, de l'environnement. Alors sur le bien-être animal, il faut savoir que notamment la viande labellisée va garantir un certain nombre de choses. Un élevage en plein air des animaux. L'hiver, certes, les animaux sont mis à l'abri, mais se voient garantir un minimum d'espace. L'absence d'OGM dans l'alimentation également. Il y a tout un cahier des charges qui permet de s'assurer à la fois du bien-être et de la bonne alimentation des animaux. Sur l'environnement, là, on entend vraiment beaucoup de choses fausses. Quoi par exemple? Alors, sur l'élevage, il y a des chiffres qui circulent sur le fait qu'effectivement, ça pollue, ça produit beaucoup de gaz à effet de serre. Mais finalement, ces statistiques sont fondées sur un mode d'élevage industriel. Et en France, on a encore la chance d'avoir un mode d'élevage extensif fondé sur des prairies qui vont capter du carbone. On est à plus de 750 kg de carbone captés par hectare de prairie. Ah, c'est beaucoup ça, ouais. C'est beaucoup. Ouais. Et au-delà de ça, qui entretiendra... Oui. Ah, allez-y au bout. Juste sur nos paysages et nos espaces, on peut vraiment se demander qui entretiendra ces espaces, les estives qui sont particulièrement inaccessibles aux engins, les zones humides qui sont essentielles pour la biodiversité, qui l'entretiendra si ce ne sont pas les éleveurs? Ça coûtera bien trop cher de le faire avec l'argent public, c'est inaccessible aux engins, donc voilà, c'est des choses comme ça, on oublie trop vite. Clairement, le bocage, l'espace naturel de l'élevage, séquestre du carbone. Et vous avez raison de dire qu'il y a, Manuel, une vraie confusion. Alors elle est volontairement entretenue entre, par exemple, les feedlots qu'on trouve en Amérique du Sud, dans le cône andin, en Argentine, sont des kilomètres et des kilomètres de half-pipe.
c'est un tuyau coupé en deux avec de l'alimentation, et puis il y a du bétail aligné. On n'est pas du tout dans ce modèle-là. Mais pas du tout. On n'arrive même pas à faire une ferme à 1000 vaches. Non, elles ont eu des grosses difficultés financières. La seule qui a essayé, je ne sais pas si elle est encore ouverte, mais je crois qu'elle a, elle vivote. C'est les bovins, par exemple, les bovins à viande du Massif central, à 80% mangent de l'herbe dehors. Et quand on complémente leur alimentation, c'est du fourrage. Enfin, c'est pas, on n'est pas en train de leur donner de la farine de vache. Ça n'existe plus. Il y a aussi toute une économie à repenser autour de la viande. Quand on commence à penser au sujet des méthaniseurs, par exemple, c'est un sujet extrêmement intéressant. Alors c'est encore balbutiant, c'est difficile à mettre en place en France. L'idée, c'est qu'on utilise tous les effluents de l'élevage, c'est-à-dire la bouse des vaches, pour faire clair, et la paille de leur litière. Il faut être clair. Il faut être clair. On met tout ça dans une... Je vais faire volontairement schématique. On met tout ça dans une cuve, qui est une espèce d'estomac. Ça fermente, ça produit un gaz, et ce gaz, on le réinjecte dans le réseau de gaz, ou alors on fait soi-même de l'électricité quand on est éleveur, et on peut, par exemple, alimenter la commune d'à côté en chaleur ou en énergie. Je reviens à la question d'Alex, là, tout à l'heure. On s'en est un peu éloigné. Pardon. Pourquoi est-ce que nous avons des armées de journalistes qui présentent l'agriculture sous un jour défavorable? Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que notre ministère de l'Agriculture soit aussi un ministère de l'alimentation. Oui. C'est à la fois la chance de l'agriculture et c'est son drame. Parce que on met sur la table des questions de santé pour faire peur, sur la qualité de notre alimentation, et foncièrement, comme les deux sont liés et que ce sont les deux bouts d'une même chaîne économique, ça rejaillit effectivement sur l'alimentation. Mais en prenant les questions de santé par le petit bout de la lorgnette et en ne parlant que des choses qui ne vont pas dans la chaîne agroalimentaire, il ne faut pas nier qu'il y a eu des problèmes dans l'agroalimentaire. C'est vrai, ça existe. Mais on a en France une agroalimentaire qui est extrêmement bien tracée, de bonne qualité, qui a fait sa mue. Il y a encore des moutons noirs, il y en aura encore pendant quelques années. La qualité globale de notre alimentation en France est excellente. C'est même la meilleure du monde si on en croit les études comme celle de The Economist. Le fait que l'agriculture et l'alimentation fonctionnent ensemble, c'est pour ça que ça marche comme ça. Je pose la question à votre voisin. Alors, dans la doxa, les idées qui circulent, information, alors info ou intox, d'ailleurs, je pose la question. La viande, c'est cancérogène. Il y a tous ces sujets. C'est pas bon pour la santé. Pas en consommer tous les jours. Ce sont des choses qu'on entend quand même clairement. Et on les entend, en effet. Il y a cet aspect dans la question d'Alex. On les entend sur le service public. Le service public de la télévision et de la radio devrait se distinguer en France par sa neutralité. On peut avoir des convictions, il y a des endroits pour exprimer ses convictions, les chaînes privées par exemple, mais le service public, ça devrait être le respect de la neutralité. Alors, et la neutralité pour moi, c'est réagir sur des faits. Et les faits par rapport à la question de la santé et de l'environnement, c'est l'OMS qui nous dit qu'il ne faut pas consommer plus de 500 grammes de viande par semaine. En France, on en consomme 370. Et pourtant, on entend toujours le message, on consomme trop de viande et la viande est néfaste pour la santé. Non, manifestement, aujourd'hui, on n'en consomme pas trop. Simplement, le message, c'est qu'effectivement, faut limiter sa consommation à 500 grammes. Tout va bien, on est en dessous. La difficulté, je pense, à laquelle sont confronter tous les professionnels, c'est qu'on a un langage très technique, on n'est pas forcément extrêmement doué en termes de communication, et aller expliquer qu'on a des bonnes pratiques, qu'on fait les choses bien, ce sera toujours un peu moins vendeur que de faire peur. Je prends le cas de l'abattage. C'est moins efficace. C'est moins efficace. Clairement, oui. Je vais vous expliquer qu'en termes de bien-être animal, on a des guides de bonnes pratiques, on a formé des milliers de professionnels pour bien traiter nos animaux. Ce sera toujours plus facile de sortir une vidéo pour expliquer qu'on travaille tous mal. La réalité, c'est que... Mais ça existe aussi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le nier. Ça existe, il n'empêche que nos meilleurs efforts, la formation de tous les opérateurs pour qu'ils connaissent la protection animale et qu'ils les traitent bien, la rédaction de guides de bonne pratique, c'est les professionnels qui l'ont mis en place et elle est très efficace en France. Sur la traçabilité, un dernier exemple si vous permettez, on a beaucoup parlé de viande polonaise il y a quelques semaines, le système français de traçabilité a montré toute son efficacité. En 72 heures, on a retrouvé toute la viande qui était concernée. Voilà, on communiquer sur les choses positives, c'est difficile, mais il faut savoir le faire. Un mot, Emmanuel. Il faut mettre chacun devant ses responsabilités. Si j'étais un éleveur français et que je vois des images d'abattage, j'aurais envie de dire... Nous prenons soin de nos animaux et voilà ce que vous en faites dans l'abattage. Nous les élevons pendant des années en prenant soin et vous les traitez comme ça à l'abattage. Il faut que chaque maillon de la chaîne prenne ses responsabilités. C'est une question de communication, c'est une question de réaction. Et il faut que chacun à son niveau prenne ses responsabilités pour sa part d'action dans la filière. Oui.
Oui, je vous écoute. Simplement aussi, effectivement, il faut qu'on prenne la parole sur les sujets. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait de manière croissante en tant qu'éleveur, en tant que professionnel de la question. Mais au-delà de ça, il y a aussi des solutions alternatives. Donc plutôt que d'être complètement nihiliste et dire j'arrête de manger de la viande parce que c'est vraiment pas bien, finalement, pourquoi ne pas être plutôt force de proposition, proposer l'abattage à la ferme, notamment qui permet d'éviter le stress du transport, etc. Aux animaux. Après, pour l'instant, sur les gros bovins, on ne peut pas le faire. Donc c'est aussi demander des solutions et aussi au personnel politique, aux personnes qui sont en capacité d'accéder à ces demandes, de prendre leur part de responsabilité et d'agir. Ce que vous servez dans votre restaurant de Miami, c'est souvent de la viande, non ? Les Américains doivent consommer pas 80, 90 kilos de viande par an, c'est ça ? 100 ? Non ? Chez nous, c'est 60, 70 ? Bon. Oui. Enfin, la différence, je pense, fondamentale, c'est que il y a aussi un travail d'éducation à faire. Enfin, une vache, on a promis aux gens que sur un bœuf qu'on allait manger, il y aurait que du faux filet et que du filet. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Il y a plein de choses à manger. Les poulets donc des cuisses, tout le monde le sait. Exactement, il y a plein de choses à manger, d'accord. Et quand il faut aller chez son boucher, dire aujourd'hui je vais manger ça va cuire combien de temps ? C'est important. Pareil pour les fruits. Aux États-Unis, c'est un peu différent parce que la relation à la nourriture n'est pas la même que la nôtre. L'Américain va se nourrir, nous on se nourrit pas, il y a une part de plaisir. Mais qu'est-ce qui les motive ? C'est quoi ? L'hygiène d'abord ? L'hygiène, ils sont hyper stricts sur l'hygiène. Voilà. Quitte à ce que ce soit dégueulasse. Exactement. Pardon d'utiliser un mot. Non, mais c'est clair, bien sûr. Il n'est pas correct. Bien sûr. Après, il y a le côté terroir que nous on n'a pas. Ça, que nous on a en France et qu'ils ont moins. Voilà, tout ça fait qu'au bout de l'histoire, alors nous on y met notre touche française. On va bien le faire cuire avec du bon beurre, avec un bon beurre demi-sel, avec une très bonne huile d'olive, mais il manque un truc. Donc voilà. Mais je pense qu'aussi c'est qu'on a oublié, on a oublié le travail d'éducation. On faut revenir aux choses basiques. Je veux envie de manger de la viande, je veux manger. On est 4 à table. À 4 à table, je vais manger 600 grammes de viande. À 4, ça fait 150 grammes par personne. On va chez le boucher. Tranche-moi 600 grammes de viande. Je la fais cuire ce midi. Je la mange. Voilà. On va chez son primeur. Des choses qui sont ultra basiques. Moi, je mange. Ça fait une éternité que je mange pas de la viande tous les jours. J'en mange. J'adore ça. J'adore un bon poulet rôti. J'adore un bon morceau de viande. Mais c'est juste l'équilibre, elle est dans l'assiette. L'équilibre est dans l'assiette. Pour moi, c'est juste simple. Il a les yeux qui roulent. Parce qu'il a faim. Je pense qu'il doit avoir faim. J'ai des bonnes questions aussi pour toi après. Oui. Pascal ? Oui. Est-ce que je peux me permettre de dire quelque chose sur le respect animal ? Mais je vous en prie. Manger l'animal correctement. Le respect de l'animal n'est pas dans le fait de ne pas le tuer pour le manger. Le respect de l'animal est dans le fait de le manger correctement et de ne pas jeter, par exemple, la viande. Jusqu'au bout. Voilà, on va jusqu'au bout. Ma grand-mère, qui élevait des animaux, me disait on ne tue pas les animaux pour les mettre à la poubelle. Et je pense que c'est une excellente philosophie. Je pense aussi, oui. Et une des particularités de notre filière, c'est qu'il y a ce qu'on mange, il y a ce qu'on mange pas, mais tout ce qui est dans l'animal doit être valorisé. C'est-à-dire, à côté de la viande, il y a les cuirs, à côté de la viande, il y a les os, et tous ces produits-là, notre travail, c'est de le valoriser le mieux possible. Et effectivement, et les animaux ne doivent pas être tués pour rien, et il faut les consommer dans leur intégralité. Je pense qu'en termes d'économie circulaire, la filière, son job, c'est de valoriser tout ce qui sort de l'animal. Vous connaissez la littérature de Michel Foucault autour de la viande et de la consommation de viande dans le monde ? Il expliquait qu'en Chine, en Asie, par exemple, on n'utilise pas de fourchettes et de couteaux. C'est-à-dire qu'on ne pique pas la chair. Alors, elle a été découpée à un moment, c'est un peu hypocrite. Mais il explique que quand on prend l'animal avec des baguettes, il y a un peu plus de douceur dans le geste, il y a un peu plus de respect. Et surtout, en Asie, les plats, vous avez remarqué, sont des plats en petite quantité. Oui. Le risque, on a réduit, le cuisinier a réduit le risque. Tiens, je me tourne vers vous pour ça. Il a réduit le risque de gaspillage. On mange tout. Et Emmanuel a raison. Le fait d'aller au bout de sa consommation, c'est aussi une forme de respect pour ce qu'on a acheté et cuisiné. On ne jette rien. Il y a des très très bons plats, un bon pot-au-feu, vous le cuisez, le lendemain il en reste, on en fait autre chose, on fait un truc avec les légumes. On utilise tout, c'est capital. Il n'y a pas on ne jette rien. Alex, oui, allez-y, non, je vous en prie. Non, en fait, je voulais simplement ajouter que, d'une part, il ne faut pas moraliser le fait de ne pas consommer beaucoup de viande. Moi, en tant qu'éleveuse, je suis tellement consciente des différences de qualité entre ce qu'on peut produire
qu'en fait finalement, quand je suis pas sûre de ce qu'on me propose, je mange pas. Donc ça m'arrive régulièrement de manger un plat végétarien à midi, quand je suis en restauration collective notamment. Donc faut pas s'en vouloir. Après, derrière, il faut aussi être conscient que quand on achète quelque chose, finalement c'est un vote. On vote, on est en économie de marché. En tant que consommateur, quand on achète, on cautionne un système et un mode de production et un mode d'achat. Donc finalement, on est capable en tant que consommateur d'influer très directement la production et ce qu'on va nous avoir dans notre assiette. Donc, bien. Voilà. Alors, vous savez, ce qu'on a dans notre assiette, c'est aussi le produit de notre culture. C'est le résultat de siècles et de siècles de conquêtes alimentaires, en quantité et en qualité. Dans la deuxième partie de cette émission, aujourd'hui, sur l'agriculture, sur la gastronomie, pas de gastronomie sans agriculture. Évidemment, on aura toutes vos questions, mais on va parler de prix, on va parler un petit peu d'argent. On va se demander si l'agriculture française, la production, notamment animale française, n'est quand même pas d'une qualité très supérieure à celle de tous nos voisins. On est souvent dans des stratégies d'agri-bashing, mais quand ça va bien, quand on est meilleur que les autres, il ne faut pas hésiter à le dire. A tout de suite.